Alors, par un heureux concours de circonstances, j'ai eu l'occasion, en 1969, d'être intégrée dans l'équipe de campagne du président Pompidou, qui était candidat à l'élection présidentielle à la suite du départ du général de Gaulle. Je suis donc entrée dans cette équipe de campagne, ce qui a été une première expérience dans le monde de la presse que je ne connaissais pas, puisque j'avais fait jusqu'ici des études de droit public et de droit international. Le président Pompidou a été élu et j'ai eu la chance de partir avec les équipes, avec ce qu'on appelle son cabinet, à la présidence de la République. Et j'y suis restée pendant 48 ans et demi, jusqu'à décembre 1918. J'ai donc eu la chance de faire tous les présidents depuis Pompidou et les 6 premiers mois du président Macron. J'ai adoré mon métier. Ça a passé à une vitesse phénoménale parce que le rythme, quand on travaille dans la presse et à la présidence de la République, le rythme est extrêmement soutenu et il n'a fait au fur et à mesure que s'accélérer. Et donc j'ai eu une vie professionnelle très heureuse. Mon rôle, c'était des fonctions de logistique, ça n'était pas politique, je n'étais pas porte-parole. Si j'avais été porte-parole, j'aurais pas pu passer du président Pompidou au président Giscard d'Estaing, du président Giscard d'Estaing au président Mitterrand. Là, c'était pas du tout les mêmes familles politiques. Moi, je faisais en sorte de faire en sorte que les journalistes puissent raconter ce qui se passait, raconter les événements, les activités du président de la République. J'étais un peu la nounou des journalistes. Je faisais en sorte alors je m'en occupais pour ce qui se passait à Paris, en France et à l'étranger. Les voyages des présidents de la République, ce sont des choses très lourdes à organiser. On est nombreux, il y a les invités, la délégation officielle, c'est-à-dire les ministres, les conseillers du président, des invités du président qui sont des chefs d'entreprise qu'on emmène à l'étranger, et les journalistes. Tout ça fait un groupe d'à peu près 200 personnes qu'il faut gérer. Les journalistes, il faut leur donner les moyens de travailler sur place, c'est-à-dire qu'ils aient des salles de presse, qu'ils puissent, à l'époque, c'était surtout, quand j'ai commencé à travailler, les téléphones, les fax, pour les photographes, les belins. Ça, c'est des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est quoi un belin, justement? Un belin, c'était une façon... Voilà, je vais laisser le... Allô, oui, bonjour. Alors, très brièvement, le belin, c'était un peu... C'était un peu l'ancêtre de l'Internet de l'époque, c'est-à-dire que c'était très très compliqué. Il fallait tirer, déjà à l'époque il n'y avait pas d'appareil numérique, donc c'était des tirages photo, ce qui prenait déjà du temps. Après, il fallait passer ça sur un belin, donc on mettait cette photo sur un cylindre qui tournait pendant une vingtaine de minutes, point par point, et on n'était même pas sûr de réception puisque ça passait par une téléphonique, on n'était même pas sûr de la réception au bout. En général, une fois sur deux, on devait recommencer. Une photo qu'on peut envoyer maintenant en quelques secondes prenait une bonne demi-heure à l'époque, sans être sûr de résultat pour autant. Et ça, quand on était en France, parce que quand on se retrouvait au fin fond de l'Afrique, ça devenait très très sioux à organiser. Mais c'était, alors on vit un peu, c'est l'adrénaline, hein, on est excité, on est énervé, mais à la fin de la journée, quand toutes les photos, tous les articles sont passés, on est content. Donc les journalistes sont là pour raconter, je disais toujours, s'il n'y a pas de journaliste, c'est un non-événement. Personne n'est là pour dire ce qui s'est passé. Donc moi, je m'occupais des parties matérielles pour qu'ils puissent raconter. Et ce qu'ils racontaient, c'était le porte-parole et les conseillers qui venaient leur expliquer la teneur des entretiens
Et ils avaient donc, loin de... J'ai vu qu'il y en avait qui se demandaient si on leur mentait, si on cachait des choses. Pas du tout, pas du tout. Ils étaient là, ils assistaient à la maximum de choses. Ils peuvent bien sûr pas assister à tout, parce que par les journalistes qui couvrent un voyage, c'est 70-80 personnes. C'est évident qu'ils ne vont pas tous entrer dans le lieu des entretiens. Alors, on fait ce qu'on appelle des poules. Ce sont des petits groupes de caméras et de photographes qui prennent des images. Et puis les journalistes, les rédacteurs, eux, pendant ce temps-là, attendent gentiment dans la salle de presse qu'on leur a aménagée. Et le porte-parole ou le conseiller diplomatique viennent à la fin des entretiens leur raconter la teneur des entretiens et les enjeux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, le paysage de la presse a beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé à travailler. Il y a beaucoup de titres de la presse écrite nationale qui ont disparu. Je pense aux journaux comme François, L'Aurore, Combat, Le Matin, Le Quotidien de Paris. Tous ces titres de la presse écrite ont disparu. Et en revanche, on a vu arriver peu à peu les radios libres, et puis les chaînes d'infos continues, là, qui ont vraiment changé la donne, et les réseaux sociaux, avec les tweets. Ce qui veut dire que l'information part instantanément. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'infos qui sortent sans qu'elles soient sourcées et vérifiées. Maintenant, c'est pas ça. C'est le premier qui annonce une nouvelle sans vérifier, quitte à se déjuger après. Et je racontais à notre ami que pour moi, l'exemple le plus effarant de cette dérive, c'est un samedi après-midi, LCI, la chaîne d'info LCI qui est dans le groupe TF1, qui annonce la mort de Martin Bouygues, le président de TF1. Et Martin Bouygues était dans sa maison de campagne et voit défiler en bandeau sur son écran de télévision l'annonce de sa mort. Pour moi, c'est l'exemple le plus effarant de cette dérive, de cette course à qui va lancer le premier l'info, la nouvelle. Alors les tweets, maintenant, tout le monde se met à tweeter aussi. Les chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes, vous savez, il y a ces conseils européens qui ont lieu, en principe, il y en avait 2 ou 3 par an maintenant, avec qu'il y a l'Union européenne et qu'il y a beaucoup de problèmes entre les Européens. Il y a pratiquement tous les 2 mois un conseil européen où ils se retrouvent entre eux à Bruxelles. Avant, on attendait la fin des réunions et puis chaque porte-parole venait informer ses journalistes. Maintenant, ce sont les chefs de gouvernement eux-mêmes qui envoient des tweets pendant les réunions. C'est très étonnant. Pour moi, c'est tellement nouveau. J'ai été stupéfaite les premières fois que ça s'est passé comme ça. Donc, tout part, et dans ces conseils européens, il y a une énorme salle de presse dans laquelle il y a 3000 journalistes. Alors chacun compare les informations qui arrivent des uns des autres. Ça fait une caisse de résonance. Tout le monde s'agite, ça dure toute la nuit, parce que maintenant que nous sommes 28 pays, le temps que chaque chef d'État ou de gouvernement s'exprime, ça prend des heures. Donc les conseils européens se terminent vers 3h, 4h du matin. À 3h du matin, chaque chef d'État et de gouvernement va faire une conférence de presse à ses journalistes. Donc ça fait un rythme soutenu. En dehors des conseils européens, il y a ce qu'on appelle les G7. Les G7, il y en a eu un, on a été pays hôte du dernier G7 au mois d'août à Biarritz.
il y a les G20, il y a on appelle les sommets bilatéraux. Quand j'ai commencé à travailler, c'était les sommets franco-allemands. Maintenant, il y a des franco-britanniques, il y a des franco-russes, des franco-italiens, des franco-espagnols. Vous voyez, pour un chef d'État, il n'y a pas de mois où il n'y a pas un déplacement programmé à l'étranger. Là-dessus se rajoutent ce qu'on appelle les visites officielles, les visites de travail, et les visites d'État. Les visites d'État, c'est le stade le plus élaboré des rencontres avec beaucoup de cérémonies, beaucoup de protocoles. Maintenant, la tendance est à privilégier les visites de travail pour être immédiatement dans le concret, dans les entretiens, à moins de falbala et de... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va peut-être en profiter pour demander la vision de Pascal Brocard, donc chef de la photo du Républicain Lorrain. Comment tu as vu évoluer, toi, ton travail, entre, en gros, le président Chirac et aujourd'hui le président Macron? Alors la grosse différence, on parlait encore il y a quelques minutes de Belin, autant dire que ça paraît très, très lointain, archaïque, et en quelques années, avec tous les nouveaux moyens de communication, ce qu'il y a à retenir, c'est surtout l'immédiateté. Et en fait, c'est devenu une vraie course. C'est une course permanente, parfois au détriment de la qualité, parce que c'est un peu à celui qui va envoyer le plus rapidement ses photos. Donc il peut y avoir, je trouve, on peut perdre effectivement en qualité d'image, parce que ce qui prime d'abord, c'est d'être le premier, avant tout. Est-ce qu'on peut faire toutes les photos que l'on souhaite faire d'un président de la République? Toutes, oui. En cas d'un déplacement. Toutes, oui, plus ou moins, puisque comme disait madame, on est placé par poule, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on n'a pas accès. On a un champ de vision restreint, ça peut être le passage d'un président sur 50 mètres, et puis après il va disparaître ailleurs, et là on ne le verra plus. Et on va nous redéplacer sur un autre pool éventuellement, si on a la chance d'être dans plusieurs pools, voire on devra se limiter à ces photos-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est normalement il y a un pool, on va dire, qui a un peu plus d'avantages, qui va suivre la visite quasiment dans son intégralité. Dans ce pool-là, on inclut normalement, madame le disait, un photographe de la presse locale, de la PQR. Il doit y avoir un photographe d'agence, si je ne m'abuse. Une agence de magazine, une agence quotidienne. Alors ça peut être l'AFP ou Reuters. Ici, si ça se passe à Verdun, ce serait l'Est républicain, donc un photographe de l'Est républicain qui pourrait assister à l'ensemble de la visite, mais charge à ces photographes-là, après, de mettre à disposition les photos pour les confrères qui n'ont pas pu faire toute cette visite, avec une notion de gratuité. Voilà, absolument. Alors je voulais vous dire qu'à partir de 81, on s'est beaucoup plus attaché aux notions d'image. Avant, les présidents de la République s'exprimaient, mais on ne faisait pas vraiment attention au backdrop. Alors, on arrivait à des images assez cocasses, parce que par exemple, il pouvait y avoir de la verdure derrière, et après on s'apercevait une fois la photo tirée que le président avait l'air d'avoir des feuilles qui lui sortaient des oreilles, ou il y avait quelque chose qui faisait qu'il avait l'air d'avoir une auréole, enfin. Alors, à partir de 81, est entré au service du président Mitterrand quelqu'un que vous êtes trop jeune pour connaître, qui s'appelait Jacques Pilan, et qui s'est chargé de mettre en exergue toutes ces questions d'image, qu'il y ait une véritable identité image. Alors il y avait toujours le fond bleu. Moi je trouvais un peu dommage, surtout quand on était à l'étranger, qu'au lieu d'un backdrop exotique, on ait toujours nos fameux fonds bleus. Il y avait le pupitre du président avec son logo, avec le titre du discours. Tout ça est devenu extrêmement cadré. Donc, ça a été au détriment des photographes. Par exemple, avant, quand les chefs d'État allaient, par exemple,
à Tahiti, où on leur remet des colliers de fleurs, ils mettaient les colliers de fleurs. Maintenant, c'est interdiction, plus de photos avec les colliers de fleurs. Le collier est immédiatement retiré une fois qu'il a été passé au cou du président. Il est retiré par l'aide de camp pour que les photos soient propres. C'est un peu, je comprends, décevant pour les photographes qui ont tous des belles images, très cadrées, mais qui manquent un peu de fantaisie. Voilà. Il y a des photos très scénarisées, très institutionnelles, et nous, notre rôle, ça s'apparente quand même à une forme de communication, cette scénarisation, et nous, notre rôle, c'est aussi de faire le petit pas de côté, si possible, d'avoir un point de vue un peu décalé, un cadrage décalé, quelque chose d'original, et quand on est 20 ou 30 photographes sur le même déplacement, c'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on aime faire en tout cas. Tout à l'heure, ce matin, en regardant l'exposition, je me suis trouvée avec certains d'entre vous devant une photo où on les voit regarder par terre, on se demandait ce qu'ils faisaient. C'est dans toutes les rencontres internationales qu'on appelle des sommets, il y a un moment sacro-saint gravé dans le marbre, c'est ce qu'on appelle la photo de famille. Ce sont tous les chefs d'État et de gouvernement participants qui se mettent en rang et chacun a sa place déterminée par le protocole, les chefs d'État devant, les chefs de gouvernement derrière. Et alors on met sur le sol, là où doivent se mettre, le protocole met une petite étiquette à leur nom, et c'est pour ça que vous les voyez sur la photo tous en train de regarder, de chercher leur nom comme une photo de classe pour ce... Et finalement, ces photos de famille sont tellement encadrées qu'elles ne paraissent jamais dans la presse. C'est vrai, mais vous remarquerez que ce genre de photos, il y a toujours un photographe qui va sortir de la meute, j'allais dire. Vous avez 30 photographes qui vont faire cette même photo qu'on appelle randonnion, parce que les gens sont très rangés, voilà, c'est très, très droit. Et il y a toujours un photographe qui va s'arranger pour essayer de sortir du lot, et qui va peut-être prendre ses confrères au premier plan, où on verra la meute des photographes et les présidents derrière. Donc c'est des photos souvent qui sont plus originales et qui plaisent plus. Quelquefois, il y a une bonne surprise. Je me souviens d'une photo de famille à un sommet de l'OTAN à Bruxelles, où le président Chirac était arrivé le dernier. Il avait dû retourner à son bureau téléphoner. Quand il est arrivé, tout le monde était en place. Et tous ses collègues, chefs d'État et de gouvernement, ont entonné « Frère Jacques, dormez-vous » Ça avait fait la joie des télévisions. Alors vous m'offrez une très belle transition justement à propos de photos qui n'étaient pas prévues et que vous avez sans doute vues ce matin à l'exposition. Sébastien, si tu peux mettre le geste de Verdun du 22 septembre 1984. J'y étais pas. Je sais. On va la voir à l'écran. Vous l'avez forcément vu ce matin lors de l'exposition. Madame Richard, est-ce que vous pourriez nous raconter cette photo? Alors, quand on prépare un voyage, on fait toujours quelques semaines avant ce qu'on appelle le repérage, c'est-à-dire qu'on va voir les endroits où le président ira, la sécurité regarde les problèmes de sécurité, le protocole règle ses problèmes de sécurité, et moi je voyais les endroits où on allait positionner la presse, qui est toujours placée de façon à pouvoir assister à la chose, mais bien cadrée quand même. Et donc, il y avait un emplacement prévu pour les photographes. Je leur avais bien dit d'être à l'avance, de les installer. S'ils voulaient être bien placés, il fallait qu'ils soient là bien à l'avance. Et tout à coup, une fois que tout le monde était placé, je vois arriver plus le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il y a toujours à la présidence de la République et dans les ministères un photographe qui travaille uniquement pour les archives, qui n'est pas supposé donner ses photos. Il est là, à l'Élysée, pour les archives du président de la République, au Quai d'Orsay, pour les archives du ministre des Affaires étrangères. Et je vois arriver le photographe officiel, le dernier. Je dis, c'est invraisemblable, maintenant tout le monde est placé, maintenant tant pis pour toi, t'as pas de place, fais ce que tu peux. Et résultat, il a été le seul à se mettre à cet endroit qui n'était pas prévu et où
Nous, on ne le savait pas, on n'était pas au courant. Je pense que Pilan, le fameux Jacques Pilan dont je vous parlais, avait dû glisser ça dans l'oreille du président Mitterrand, mais on n'était pas au courant. Ils ont fait ça, et le photographe officiel a été le seul à avoir cette image, et pour le coup, il ne s'est pas contenté de la garder pour les archives, mais il l'a donnée bien sûr à toute la presse. Et c'est la photo qui est sortie, la seule, et qui continue des années après à illustrer l'amitié franco-allemande. Est-ce qu'une photo comme ça est encore possible aujourd'hui? Je pense, oui, mais je pense qu'elle sera préparée à l'avance et qu'il y aura... Tout sera mis en place avant. On va prendre la première photo, Sébastien. Si tu as la première photo qui a été envoyée. Vous avez envoyé certains d'entre vous ont envoyé la photo qu'on avait demandé ce matin. Qui a envoyé déjà? Alors, là je vois, d'accord. Alors c'est Julie Debia à Romba, donc je vais vous demander de prendre le micro à Rime. Alors il faut juste que Sébastien puisse l'afficher sur l'écran. Alors l'idée... Alors venez devant s'il vous plaît. Alors, l'idée c'est 90 secondes. L'idée, c'est effectivement d'expliquer, de justifier le choix de la photo dans le cadre, évidemment, de journalistes d'un jour. On vous écoute. Donc, sur cette photo abracadabrantesque que nous avons prise ce matin lors de la visite de l'exposition Nous Président, nous avons choisi d'adopter une posture peu conventionnelle pour illustrer le laxisme au sein de l'Assemblée nationale. En effet, l'absentéisme est un phénomène courant chez nos députés, tous les mercredis. Par exemple, pour le vote concernant l'interdiction du glyphosate, qui fut rejeté par l'Assemblée nationale, sur 577 députés élus, 491 étaient absents, soit environ 85% d'absentéisme, pour le vote d'une loi ô combien importante. Ouais, donc cette photo, elle est très ironique parce qu'elle incarne également le manque de parité qui a certes considérablement évolué ces dernières années. Donc l'Assemblée nationale, élue le 18 juin 2017, comprend 38,7% de femmes, donc c'est en forte hausse par rapport à 2012 où le taux était de 26,9%. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans encore, l'Assemblée nationale, elle comptait que 11% de femmes et au Sénat seulement 6%. Mais le tout, c'est pas d'avoir la parité au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi en nombre de candidats. Je continue. Cette photo, elle dénonce aussi la faible représentation des classes populaires à l'Assemblée. Vous le voyez à la posture, hein, c'est pas une posture de député. Les employés et les ouvriers de la classe moyenne, ils sont très sous-représentés. Ils représentent en réalité la moitié de la population active et comptent pour 10 fois moins parmi les députés. Contrairement à la question du genre évoquée précédemment, qui intéresse beaucoup l'Assemblée, mais aussi dans les instances représentatives, donc par exemple comme les délégués du personnel, ou etc. Et donc, par exemple, là j'ai des chiffres sous les yeux. Par exemple, là il y a 75% de cadres et de professions intellectuelles supérieures à l'Assemblée nationale, donc c'est l'origine sociale des députés. Et donc pour finir, je citerai Chirac, notre président à tous, c'est notre maison qui brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous regardons ailleurs. Merci messieurs. Une légende très précise et très informée. Donc à partir d'une photo, on va dire, dont le premier message au départ n'est pas forcément celui que vous avez apporté. C'est du très bon travail. On va passer aux questions, aux premières questions. Je peux dire quelque chose sur la photo? Pascal, je t'en prie. Alors, pour moi, une très bonne photo, c'est une photo qui doit suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'elle détient tellement d'informations qu'on n'a pas besoin d'une légende ou d'un texte de 20 lignes derrière pour expliquer ce qu'elle veut dire. Et là, en fait, c'est une photo militante, c'est très bien écrit, c'est très bien décrit. Sauf que quand on la voit au départ,
on n'est pas forcément obligé de penser à tout ça. Donc voilà, et la photo, il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments d'information dedans pour qu'elle se suffise à elle-même. Là, effectivement, entre la légende et ce que vous êtes venu y apporter en 90 secondes et quelques secondes... Peut-être qu'il y avait des éléments à rajouter pour évoquer l'absentéisme, le glyphosate, je sais pas. Après, vous avez fait comme vous pouvez, avec le temps qui vous était... Non, mais c'est l'exercice, c'était une photo et 90 secondes pour venir la mettre en perspective. C'est sûr qu'il y a un décalage, mais c'était aussi la liberté de l'exercice, de venir y apporter, de venir un peu en provocation pour venir apporter, de passer d'autres messages derrière comme vous l'avez fait. C'est pour ça qu'on essaie toujours de faire des photos. Il n'y a jamais un fauteuil vide, hein, parce que ça donne cette image justement d'absentéisme, de laxisme. Et Giscard, quand il est parti, a été tellement critiqué quand c'est son dernier discours, avant son départ de l'Élysée, où il part, il laisse son fauteuil vide, il dit au revoir, et on le voit partir, on voit un fauteuil vide derrière une table, tout le monde s'en est moqué. On essaie toujours de ne pas avoir à côté du chef de l'État un fauteuil vide. Alors, Didier, le micro, première question. Qui est-ce qui se lance ? Alors, présentez-vous. Quel établissement ? Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, je m'appelle Célia Benmoussa, je suis élève de terminale économique et sociale au lycée Julie Daubier. Et donc, la question que j'aurais à vous poser est comment, en tant que femme, avez-vous réussi à vous imposer dans un milieu masculin ? C'est vrai que c'était essentiellement, maintenant ça a changé, mais les premières années c'était essentiellement masculin. Quand on partait en repérage, le groupe qui fait les repérages pour organiser un voyage du président de la République, c'est une douzaine de personnes, tous les services, il y a le protocole, il y a l'aide de camp, il y a le médecin, il y a les transmissions, il y a l'intendant, il y a la presse. Généralement, j'étais la seule femme, mais tous ces hommes étaient très sympathiques avec moi. Pour avoir fait quelques déplacements avec vous, je sais que vous ne vous laissiez pas faire. Oui, en plus, peut-être à force d'être avec des hommes, j'ai appris à ne pas me laisser faire et à parler aussi fort qu'eux. Et peu à peu, on a vu arriver des femmes. Et maintenant, à l'Élysée, à l'heure actuelle, le service de presse, ce ne sont pratiquement que des femmes. Donc voilà. La roue tourne. Mais je ne me suis pas plainte, on a travaillé toujours en très bonne intelligence. Je n'ai pas l'impression ni d'être harcelée, je ne vais pas dire MeToo, non, pas du tout. Tout se passait très bien. Alors Didier, question suivante, au micro. Présentez-vous. Encore moins. Donc, ma question c'est, avez-vous déjà menti pour protéger le président ? Non, c'est ce que je vais vous dire, ce que j'ai dit en exergue. Je ne suis pas porte-parole, donc je n'ai pas à mentir. Moi, je faisais en sorte que les journalistes puissent parler. Donc, et généralement, comme je ne me faisais pas beaucoup d'illusions, quand à la fin d'un voyage, ils étaient dans leur salle de presse, je leur disais en parlant de « Vous avez 2 heures pour cracher votre venin ». Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Titulu Louis, élève au lycée Julie Daubier de Ronva. Ma question est la suivante. Est-ce que votre vie privée a été exposée dans le cadre de vos fonctions ? C'est difficile sur le plan privé parce qu'on n'a pas de vacances, on n'a pas de week-end, on est tout le temps, on vit au rythme de l'actualité. Donc, et à partir du président Sarkozy, je pense après le passage du septennat au quinquennat, le rythme s'est considérablement accentué. Ça s'est accéléré, on embraye sans arrêt d'un truc sur l'autre, d'un événement sur l'autre, d'un voyage sur l'autre. On est en voyage, on pense déjà au suivant.
Ça va à toute vitesse. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir déjà un âge certain quand tout ça s'est accéléré. Je n'avais plus d'enfants en bas âge, donc je pouvais suivre. Mais c'est difficile, c'est très dur, le rythme est dur. Merci. Question suivante, je vois une main qui se lève. Pareil, présentez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sullivan Billy et j'aurais voulu savoir quel est votre meilleur, votre pire souvenir que vous avez eu durant votre carrière. Les meilleurs souvenirs, je ne peux pas les énumérer parce que c'est ce que je vous ai dit, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré ce que je faisais. En revanche, dans les voyages, même malgré les repérages où tout est organisé, on a souvent quelquefois, rarement, heureusement, des imprévus. Et alors, je vais vous raconter un imprévu, quelque chose qui a été très difficile pour les journalistes. C'était à l'époque du président Mitterrand. Nous étions partis à Baïkonour, qui est le centre spatial, à l'époque c'était l'URSS. Et le président Mitterrand allait pour voir le décollage d'une fusée dans laquelle il y avait Jean-Loup Chrétien. Donc je pars avec les journalistes. Au repérage, on avait fait en sorte d'installer une tribune pour la presse juste à côté de la tribune présidentielle, installer une salle de presse dont je vous parlais pour que les journalistes puissent raconter la chose à la fin de l'envol de la fusée. Et donc nous arrivons à Baïkonour. On met la presse dans un car, on était encadré par des gros bras de la sécurité soviétique, qui n'était pas très drôle, et on se met à tourner sur des routes indéfiniment, et on ne nous amenait pas à cette fameuse tribune de presse. Alors, l'énervement commençait à croître dans l'autobus, tout le monde s'énervait, on ne se trouvait qu'avec ces gens de la sécurité qui ne parlaient pas français, qui ne parlaient pas anglais, je ne parle pas russe, c'était effrayant. On n'arrivait pas à se comprendre, on tournait, l'heure passait, on se disait la fusée va décoller, on ne va pas le voir. Les journalistes hurlaient, finalement on obtient que le car s'arrête, c'était nuit, la fusée décollait de nuit. On se retrouve comme une espèce de champ de pommes de terre, tout le monde courait, tous les journalistes couraient. On s'est approché, alors pour le coup d'une façon au mépris des mesures de sécurité, on s'est approché, on a vu tout à coup la fusée décoller et on a senti le sol trembler sous nos pieds, c'était effrayant. À l'époque, oui, il n'y avait pas les téléphones portables, donc je pouvais appeler personne au secours pour dire venez nous délivrer, venez nous chercher, on tourne, on va pas. Enfin, on a vu la fusée décoller. Là-dessus, on nous remet Manu Militari dans le car. Je pensais qu'ils allaient nous amener à la salle de presse, pas question. Ils n'ont jamais voulu, on nous a ramenés à l'aéroport, donc on devait reprendre l'avion. C'est un petit avion qui nous ramenait à Moscou, et à Moscou, on avait notre... Et alors là, drame, c'était samedi soir, personne n'avait pu téléphoner, et le journaliste du journal du dimanche, qui était venu exprès pour ça, parce que le samedi soir, le sujet, c'est pour le JDD. Le journaliste s'assied sur le tarmac et dit « Je ne monterai pas dans l'avion tant que je n'aurai pas téléphoné ». Drame, les Russes sont fichés complètement, restaient là, nous regardaient imperturbables, l'autre restait assis sur son tarmac. Alors j'ai fait un gros mensonge, je lui ai dit au journaliste, monte dans l'avion, tu téléphoneras à Moscou avant de prendre l'avion pour Paris. Bien sûr, arrivé à l'aéroport de Moscou, à l'époque, il n'y avait pas du tout de téléphone, rien. Et il a été contraint et forcé de remonter dans l'avion pour Paris. Mais ça a été vraiment un très très mauvais souvenir pour moi. C'est une chose, je pense que ça n'arriverait plus parce que d'abord maintenant les Russes sont très médiatisés, s'occupent beaucoup de leur presse
Et puis on a les téléphones portables, ce qui change tout. Donc on peut appeler au secours. Mais là, La gestion justement des téléphones portables aujourd'hui, puisque avant il y avait des boîtiers, des choses assez identifiées, des poules qui travaillaient, qu'on pouvait repérer en tout cas. Et pour Pascal aujourd'hui, le fait de pouvoir dégainer un smartphone et parfois même que les photos, des extraits vidéo autour d'hommes politiques sont réalisés par des personnes qui ne sont pas journalistes du tout, qu'est-ce que ça pose comme difficulté? Des difficultés, c'est que déjà sur un déplacement présidentiel, comme je disais, on peut être 20 voire 30 photographes. Donc il y a déjà une concurrence entre nous, entre professionnels. Et puis effectivement, il y a tous les gens qui sont un peu sur le parcours, alors pas forcément aussi près que nous, mais des fois oui, qui sortent leur téléphone, et c'est tout ça en direct, qui balancent sur tous les réseaux sociaux. Et nous, c'est compliqué de faire à la fois de travailler pour le print, c'est-à-dire pour le journal papier, plus les réseaux sociaux, de tout envoyer en même temps alors que la visite suit son cours. C'est bien plus facile pour les gens qui sont dans la rue de photographier et de mettre directement. Et on se fait griller, entre guillemets, parfois, sur certains événements. Il y a des photos qui circulent déjà alors que nous, on ne les a pas encore transmises. Oui, et des photos de mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Pareil pour les images télé, parce que le pool télé, l'équipe télévision qui est dans le pool comprend un caméraman, un preneur de son, un éclairagiste pour que tout soit bien. Et à côté de ça, on a des Facebook Live qui prend une image comme ça, un peu floue, mais qui part tout de suite. Et les consignes, elles vont plus en plus dans ce sens. Alors, je vais sortir un peu de tout ce qui est politique, mais ça se vérifie aussi pour les photographes de l'AFP ou de Reuters, par exemple, sur des gros événements sportifs. Avant de leur demander, évidemment, on leur demande de la qualité, mais prioritairement, on leur demande d'envoyer des photos le plus rapidement possible. C'est-à-dire que, alors, très brièvement, sur un match de foot, ça peut être 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il faut avoir envoyé 7-8 photos. Et forcément, ça ne reflète pas forcément les meilleures photos du match, les meilleurs instants du match, mais c'est cette notion de priorité qui est d'actualité, quoi. Y a-t-il des questions? Oui, alors, Didier. Présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Alexandre, je suis du lycée Clémenceau et on se pose la question, est-ce qu'il y a des relations difficiles entre les journalistes et le président? Et si oui, comment faites-vous pour les gérer? Non, en général, les présidents aiment bien les journalistes. Les journalistes accrédités, ils les voient presque tous les jours. C'est un peu un noyau dur de journalistes qui suit toujours le président. Plus, quand on part en voyage, en fonction du pays où on va, il y a les spécialistes qui s'ajoutent au groupe, mais il y a au départ un même petit groupe que le président connaît bien. Alors, ils auraient un peu tendance à vouloir tout le temps coller au président, lui parler. Alors, on fait en sorte, on leur demande de laisser le président rencontrer les gens qu'il va voir en France ou à l'étranger, et on négocie, on leur dit laissez-le, et puis à la fin du voyage, il vous verra, vous. Il y a toujours une conférence de presse officielle, et puis on essaie d'organiser à la fin du voyage une petite rencontre qu'on appelle off, c'est-à-dire que c'est supposé servir de background aux journalistes, ils sont supposés ne pas... En fait, ils ne respectent pas le off, mais on organise une petite rencontre un peu informelle. Comme ça, ils laissent le président circuler. Quand à l'étranger, à la fin de chaque visite d'État, il y a une rencontre avec ce qu'on appelle la communauté française, qui sont les Français expatriés qui travaillent dans le pays dans lequel on est. Donc il y a une réception pour la communauté française, avec un discours du président qui circule après parmi les Français. Alors les journalistes sont là, alors on leur dit laissez-le avec qu'il voit les Français, et puis après il vous verra. Voilà, on essaie de ménager la chèvre et le chou. Et puis je crois que là, il faut faire une distinction. Les journalistes, c'est vague. Donc il faut faire une distinction peut-être entre les rédacteurs
donc qui peuvent effectivement parfois écrire des choses qui peuvent déplaire au président, ça peut arriver. Et puis les photographes, les gens d'image et les présidents, à force de faire des déplacements avec eux, on voit qu'ils sont attachés à donner une bonne image d'eux. Donc ils sont plutôt... on a plutôt de bons rapports avec entre photographes et le président. Souvent ils se prêtent au jeu des photos et ils sont tous sourires, et évidemment c'est tout leur intérêt aussi également. Ils ont intérêt les uns les autres. De renvoyer une bonne image d'eux. Donc c'est plutôt il y a une certaine forme de complicité entre les reporters photos et le président. Enfin, tous les présidents que j'ai pu faire, ça s'est très bien passé, quoi. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que pour être accrédité à l'Élysée, il suffit d'avoir une... Les journalistes ne sont pas les invités, on ne les choisit pas. Pour suivre un événement, il suffit d'avoir une carte de presse, la vraie carte de presse qui est délivrée par ce qu'on appelle la commission de la carte, parce qu'il y a des tas d'organismes un peu bidons, mais il y a la commission de la carte qui donne aux vrais journalistes une carte, et là, ça suffit pour s'inscrire sur pour suivre un événement à l'Élysée. Et sur les voyages, les journalistes paient. Ils paient l'avion, ils paient leur hôtel, ce ne sont pas des invités, ce qui ne serait pas possible déontologiquement. Donc, voilà. On a droit à une petite collation quand même, comme on suit toute la journée. Ah, bah quand même, oui, parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas leur dire, allez, c'est l'heure du déjeuner, trouvez un restaurant, débrouillez-vous. Non. Et on leur met dans leur salle de presse un petit buffet pour qu'ils puissent travailler en mangeant et manger en travaillant. Parce qu'en fait, les visites présidentielles, il faut le savoir, c'est très très intense. Oui. Tout s'enchaîne très vite. Nous, on doit précéder le président souvent, donc se déplacer encore plus vite que lui. Par des bus, souvent par des navettes, parce qu'avec nos véhicules personnels, ça serait totalement impossible dans tout ce dispositif. Donc c'est des choses très intenses, avec beaucoup de matériel. En plus, comme on est très nombreux et quelques bousculades, on essaie d'être à la meilleure place. Voilà, donc Madame devait gérer tout ça, c'était pas forcément toujours très facile. Et alors, une de mes tâches aussi, c'était de faire en sorte que les grands... Parce que dans un déplacement du président, il y a des visites d'usines, des visites d'hôpital, et puis il y a toujours un endroit où il y a un grand discours. Et je me battais avec le protocole ou le chef de cabinet pour que le discours soit utilisable par la presse. Donc avant les heures de bouclage, des 18 heures pour les radios. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'avec la modernisation maintenant des moyens de transmission, les délais de bouclage, curieusement, se sont raccourcis. Avant, pour les quotidiens du matin, les journalistes pouvaient envoyer des papiers jusqu'à 22 heures. Maintenant, c'est à 15h, 16h, c'est invraisemblable, j'ai jamais compris pourquoi. C'est un bouclage permanent en fait, puisqu'il faut nourrir les médias en temps réel tout le temps. Donc je fais en sorte que les discours importants puissent être traités par la presse, avant que les bouclages soient terminés. Alors justement... Et c'est plus compliqué à l'étranger quand il y a des décalages horaires. Parce que par exemple, quand on va vers l'Asie, là c'est très confortable, on a 6 heures d'avance, c'est formidable. Mais alors quand on va aux États-Unis, à partir de midi, eh bien, c'est fini en France. Il est 18h, 19h, on ne peut plus rien envoyer. Donc il fallait toujours que je me batte dans ma maison, dans la mission préparatoire pour dire « mais non, le discours à cette heure-là ne va pas du tout ». Nouvelle question de la salle. Si vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît, merci. Bonjour, je suis Marvin, élève au lycée Georges Brière, en secondaire PP. Et ma question, c'était qu'est-ce que ça fait d'avoir autant voyagé et d'avoir rencontré autant de personnalités? Je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais compté, quand je me suis arrêtée, que je suis allée dans 160 pays. Et j'ai surtout eu la chance d'y aller il y a des années avant la mondialisation, avant que tout ressemble.
Je suis allée en Chine au moment où tout le monde était à bicyclette et en costume Mao. J'ai connu le Vietnam qui s'ouvrait juste avec tous les petits artisans, les pousse-pousse. Là, je suis allée au Vietnam il y a 2 ans, là où il y avait des petits antiquaires, il y a Gucci, Prada, Hermès. Non, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller un peu partout et à une époque où c'était assez rare. On va prendre une photo. Je crois que le lycée... question. Il n'y a aucune question, pardon. Le micro. Je vois pas. Bonjour, je m'appelle Wendy, je suis actuellement au lycée Georges Brière. J'avais une petite question, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir eu la Légion d'honneur? Ah mais c'est un très grand honneur. J'en ai été très honorée, en même temps un peu, je vais vous dire, au fond de ma pensée, un peu gênée, parce que je trouve que la Légion d'honneur, on devrait la donner aux militaires ou à des gens qui font des actes d'héroïsme, de courage. Bien sûr, ça m'a fait très plaisir, mais je suis un peu confuse aussi, parce que je trouve que, voilà, il y a des gens qui méritent infiniment plus que moi. Alors, on va prendre la question, le micro peut-être. Et puis on prendra une photo ensuite. Qui a envoyé sur J1J l'adresse mail qu'on vous a indiquée? Quel établissement a envoyé? Allô? Alors, moi j'avais une question. Peut-être vous présenter déjà, dire qui vous êtes. Je m'appelle Bilal et je suis au lycée Clémenceau. La question c'est comment faites-vous pour contrôler les informations qui doivent rester secrètes? Ce n'est pas mon job. Ça, Alors on va prendre peut-être une photo. Après, dans les déplacements présidentiels, il y a des huis clos. On n'assiste pas à tout. Donc, ce qu'on ne veut pas nous dire, ça reste en huis clos et on n'y assiste pas. Donc. Alors une question encore, là, juste à droite. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Maëlle Debier et je suis au lycée Stéphane Hessel. Ma question c'est, avez-vous remarqué des changements ou des évolutions concernant l'égalité homme-femme sur le plan politique ou de façon concrète à l'Élysée durant vos années de travail? Mais il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, dans les conseillers du président, dans les ministres, et maintenant, il y a vraiment, ils sont obligés à ce qu'il y ait une parité. Par exemple, à la dernière fournée, je veux dire, d'ambassadeurs qui ont été nommés cet été, il devait y avoir exactement le même nombre d'hommes que de femmes. Les femmes gagnent du terrain. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'on a eu comme photo d'établissement? Comme ça on va faire venir... Alors, c'est une photo de quel établissement? Qui est-ce qui a réalisé cette photo? Ah, il y a bien quelqu'un qui l'a... Déjà, au moins dire quel établissement vous êtes. Je m'appelle Charif Tissem. Où est-ce qu'elle a été prise cette photo? Pourquoi vous avez choisi cette photo-là? C'est juste que je l'ai trouvée belle et c'est tout. C'est dans quelle exposition? Elle dit quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire en plus de l'aspect artistique et de la beauté de la photo? C'était juste parce qu'elle était belle? Oui, c'est ça. Voilà, il n'y avait pas de message supplémentaire. D'accord, c'est vous qui l'avez choisi? Vous l'avez choisi collégialement? Oui. D'accord. Bon. Donc c'était une photo dans une exposition que vous avez trouvée belle. Attention au droit. Pascal. Ah oui, parce que c'est pas de cette... Parce que reproduire une photo comme ça, sans demander les droits à l'auteur, sans demander son autorisation, ça peut être de gros problèmes financiers. Alors Pascal, je te rassure, c'est pas une photo, c'est une peinture, c'est un cadeau qui a été offert au président Macron et ça représente Marianne. C'est pour ça que vous l'avez vu. C'est la photo du tableau. Nous, président. Et même représenter un tableau. Voilà. Donc c'est dans le cadre pédagogique aujourd'hui, l'exception du droit d'auteur est établie, il n'y a aucun souci sur le droit d'auteur aujourd'hui puisqu'on est dans un cadre pédagogique. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler. Ouf.
On va prendre une autre photo si tu as. Il n'y en a pas eu d'autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore? Oui. Alors, peut-être de... Voilà. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour, ouais. Ouais, est-ce que vous arrivez concilier vos avis politiques avec ceux des présidents? Enfin, est-ce que vous arrivez à vous adapter, quoi? Oui. Oui, parce que j'avais, moi, un job de, mettons, disons, d'intendance, de logistique, et puis la présidence de la République, c'est la première maison de France. C'est une maison qui doit être tout le temps en état de marche. Et donc, quand un nouveau président arrive, il est immédiatement pris dans un nombre de choses à faire, d'événements, de déplacements. Depuis Chirac, les présidents qui ont été élus vont, le jour de la passation des pouvoirs, vont à Berlin. Donc il faut tout de suite pouvoir organiser un déplacement présidentiel. Par exemple, quand le président Macron est arrivé, 15 jours après son arrivée, il y avait le G7, ce sommet des pays industrialisés qui se tenait à Taormina, parce que c'était l'Italie qui était pays hôte. Donc ce ne sont pas les nouveaux arrivants qui peuvent immédiatement, il faut qu'ils trouvent une maison en état de marche. Et alors on est quelques-uns comme ça à avoir des fonctions qui ne sont pas politiques, et puis voilà, et les nouveaux arrivants sont là, on leur dit voilà comment on fait, mais ça n'est pas gravé dans le marbre, si vous voulez changer, ben voilà, on s'adapte les uns aux autres, et puis il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a encore, ça fait à peu près 1 heure qu'on échange, oui, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis au lycée Julie Daubier. La question est la suivante. Sous quel président avez-vous préféré travailler et détesté de travailler? Joker. Non, c'est tout. Je dis que pour arriver à cette fonction, il faut déjà être un peu sortir être exceptionnel. Donc je ne vais pas me permettre de noter les uns les autres. Je trouve que ce sont des... Voilà. Moi j'ai le droit. Toi t'as le droit? Non, moi je dirais que... je pense que le président Chirac était naturellement le plus avenant, le plus sympathique. Et je pense que plus on avançait... ça n'engage que moi. Je parle pas que de politique, je parle du personnage en lui-même. Et plus on avançait, plus les autres ont été sympathiques, mais en faisant attention à leur image. Je pense que tout était bien plus préparé, bien plus encadré dans leur façon d'être qu'avec le président Chirac. Mais c'est mon opinion, c'est l'image qui m'a envoyé quand je l'ai croisé. Alors, y a-t-il... Oui. Alors, juste une petite remarque, il y a 6 établissements, me semble-t-il, si ma mémoire n'est pas défaillante. Il y en a un qu'on entend beaucoup, mais j'ai rien contre, hein, mais si ça ne dérange pas les autres. Il y a effectivement le lycée Julie Daubier de Romba, que maintenant, évidemment, tout le monde connaît dans la salle. Il y en a quelques autres aussi, je pense, qui peuvent s'exprimer. C'est pas du tout pour vous interdire de vous exprimer, vous avez tout à fait le droit. Mais voilà, vous avez le droit aussi de vous exprimer, de poser des questions. Je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis du coup au lycée Julie Daubier. Est-ce que vous avez déjà censuré des médias? Si oui, sur quels critères? Non, je vous dis, les journalistes viennent à l'Élysée, ils ont une carte de presse, ils sont habilités à suivre le déplacement. Je sais que avec le président Macron, on a été obligé de censurer une télévision russe, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est totalement... qui dit n'importe quoi, et là, c'était pas possible. Donc ceux-là, on ne les accréditait pas. Russia Today Russia Today Russia Today. Russia Today. Oui, voilà, absolument. Voilà. Non, là, c'est pas possible. C'est plus du journalisme. Alors, on ne les prend pas.
Même Richard, je sais qu'il y a des moments qui vous ont particulièrement plu, on les a partagés parce que j'avais d'autres fonctions, je pense aux cérémonies militaires qui se déroulent à Paris, particulièrement le 11 novembre, le 14 juillet. Ça, c'est des moments qui sont très importants pour l'image de la France, l'image des armées, l'image de la République. Et si on pouvait revenir simplement sur l'organisation de la presse à ce moment-là, parce qu'il y a le jour J, il y a des répétitions pour le 14 juillet, et tout ça, c'est important pour vous, et vous y étiez extrêmement sensible. Et puis je vais rajouter aussi à ça ces cérémonies que j'ai trouvées extrêmement émouvantes, qui sont les commémorations du débarquement en Normandie, le 6 juin. J'ai fait le 40e, le 50e, le 60e anniversaire, et ce sont des moments vraiment très forts. Et alors là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que la presse française qu'il faut accréditer, mais toute la presse étrangère. On ne s'occupe plus uniquement des journalistes français, on s'occupe de 3000 journalistes qu'il faut accréditer, il faut trouver de la place pour tout le monde. Alors pour le 14 juillet, comme c'est chaque année, on commence à être rodé, il y a de très belles tribunes de presse, et puis là, on est formidablement aidé par les services de communication de la défense, qu'on appelle la DICODE, et puis les équipes du gouverneur militaire de Paris, qui peuvent justement briefer les journalistes sur les unités qui vont défiler, et c'est des moments magnifiques. Alors, quelques jours avant, il y a des répétitions. Les répétitions ont lieu à Villacoublay, sur l'aéroport de Villacoublay. Et puis les derniers jours, ça se passe de nuit sur les Champs-Élysées, pendant que les Parisiens dorment. À 3 h du matin, on fait des répétitions et je garde un souvenir formidable à la tribune présidentielle en pleine nuit. C'est formidable. Moi, je vais compléter votre réponse, je vais me permettre de faire ça, parce que j'ai participé pendant quelques années à ces grands moments. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en termes de photos, et là je pense que Pascal il me rejoint, on a besoin d'avoir des photos propres. Une photo propre, c'est quoi? C'est une photo où on ne va pas avoir quelqu'un qui a son téléphone portable brandi devant, au premier plan, parce que ça gâche d'un seul coup la photo. Et toute cette logistique pour avoir une photo propre, ça nécessite effectivement de bien s'organiser, de veiller à ce que... on regarde où sont les caméras de télé, on commence déjà par ça. Tiens, les caméras de télé, elles sont capables de filmer ça. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des journalistes qui sont positionnés un petit peu ailleurs? Est-ce qu'on voit du public qui pourrait se balader en plein milieu de la photo? Est-ce qu'on va pouvoir centrer le sujet? Parce que le sujet, à un moment donné, c'est la troupe qui défile, c'est la personne qui va faire son animation au début du 14 juillet. Rappelez-vous l'homme volant, par exemple. Si d'un seul coup, vous avez quelque chose qui s'interpose entre l'homme volant et puis la caméra, ça ne va pas. C'est le président, bien sûr, et c'est l'ensemble des invités. Et ce travail de nettoyage de l'image, il impose effectivement des contraintes aux journalistes. Et c'est très compliqué sur un 14 juillet, ou comme l'a dit Madame Richard, sur un événement encore plus important comme le 70e anniversaire du débarquement, parce que le nombre de journalistes est important. Tout le monde veut être présent, être accrédité, vouloir faire une photo. Sauf que 3000 personnes, à un moment donné, ça fait autant de personnes que les militaires qui défilent. Ça fait beaucoup de photographes pour autant de militaires. Et il va falloir trouver des astuces pour que chacun trouve une place dans le dispositif, puisse relayer une partie du dispositif. Il y en a qui sont en l'air, il y en a qui sont au sol. C'est toute une organisation qui est vraiment complexe. L'image que vous voyez, vous ne pouvez pas imaginer le temps de travail derrière pour la bâtir, entre l'Élysée, les services de l'Élysée et Evelyne Richard, qui font un repérage, disent au service des armées, voilà, ça c'est ce qu'on voudrait avoir comme résultat, comme image. Ensuite, le service des armées qui va mettre ça en œuvre. Et il y a toujours des imprévus, y compris parfois, moi j'ai vu une équipe qui était présente sur le bord des Champs-Élysées le jour du 14 juillet. Le défilé n'avait pas commencé, le président était encore au niveau de la Concorde, et normalement les Champs-Élysées sont vides, il n'y a plus personne. Et là, il y avait une tribune comme celle-ci, un petit peu moins grande, avec 2 trépieds, 2 caméras professionnelles énormes, plus importantes que celles de France 2 et TF1 réunies. Et je suis allé les voir, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que je ne me souvenais pas qu'il y avait des caméras à cet endroit-là. Et ils étaient en plein dans l'axe des prises de vue du défilé.
et ils m'ont expliqué qu'ils couvraient le défilé du fils d'une personnalité importante qui n'était pas politique, c'était un chef d'entreprise, qui défilait, qui s'était installé là pour avoir une superbe image. Donc il a fallu leur expliquer en 3 minutes que où vous partez, vous enlevez tout votre bazar de façon à ce que les Champs-Élysées soient propres et que le défilé puisse se dérouler proprement, ou c'est les gendarmes qui sont à côté, qui enlèvent tout et qui cassent tout. En 3 minutes. Donc des fois, c'est compliqué de gérer la presse. Franck, je pense que tu vois... Oui, puis il y a eu aussi le premier défilé du 14 juillet, le premier 14 juillet du président Macron, où il avait invité le président Trump. Et quelques jours avant, les équipes de sécurité américaines arrivent, et je vais à une réunion où ils disent, devant l'estrade, la tribune présidentielle, on va mettre des parois vitrées. J'écoute ça, je me dis, mais c'est pas possible, des parois vitrées, ça veut dire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image télé, il n'y a pas de photo, il n'y a pas... Je dis, c'est pas possible, tous les militaires étaient atterrés, alors je rentre à l'Élysée, je fais des notes à toute la maison, attention, attention, au secours, et tout. Et alors il a fallu négocier, mais ça a été très très dur avec les Américains. Ils ont fini par accepter qu'il n'y ait pas cette fameuse paroi vitrée, mais qu'il y ait des petites niches sur les côtés, au cas où il y avait un incident pour propulser les présidents derrière. Mais l'idée de la paroi vitrée devant la tribune, c'était tout simplement pas possible. Alors, il y a une dernière photo, me dit-on, Didier, qu'on va pouvoir afficher à l'écran, et je crois que ça se passe au fond de la salle. Donc on va amener un micro. Et en attendant, je vais me rapprocher de Régis, qui, vous l'avez vu, a commis quelques dessins. T'as un micro ou pas? Ah, on vous écoute. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Solène, je suis en seconde au lycée Chopin. Du coup, je vais vous présenter l'image. Donc, elle était dans la section de l'Union franco-allemande. Du coup, ça représente une famille qui a été prise par rapport à un miroir. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais on l'a prise dans un miroir et avec la revisure qui est au milieu, elle représente un peu la fragilité de l'union franco-allemande. Et voilà. Pascal. Ben là, quand je disais tout à l'heure, il faut que tous les éléments soient dans la photo, que ce soit suffisamment informatif. Mais on comprend bien qu'avec le verre brisé, le miroir brisé, voilà, il y a une notion de... Enfin, ce que vous venez d'exprimer, on le ressent directement dans la photo. Là, ça n'a pas besoin d'une explication de 10 ou 15 lignes, ça tient la route directe. Si on mettait votre légende en dessous, ça colle parfaitement. Régis Hector, qui depuis tout à l'heure dessine et ses dessins s'affichent à l'écran. Qu'est-ce que toi tu retiens de tout ce qui s'est dit? Et évidemment, on peut illustrer en photo, mais on peut également illustrer en dessin et venir commenter l'actualité politique en dessin. Comment tu travailles, comment tu fonctionnes, et qu'est-ce que tu retiens de ce passage finalement de l'ORTF et d'une seule chaîne de télé en noir et blanc à Facebook Live et aux réseaux sociaux? Beaucoup de questions pour un dessinateur. Moi, mon travail, je ne suis pas du tout en concurrence avec la photo. Au contraire, je pense qu'avec Pascal, on se connaît bien, donc on travaille bien ensemble. Et je crois que le dessin est un bon complément à la photo. Parce que, comme je disais ce matin à certaines classes, il y a des choses qu'on a du mal à illustrer en photo. Il y a des fois qu'un dessin, c'est pas mal. Moi, j'envisage le dessin comme le fou du roi. Je suis là pour un peu pincer les fesses à Evelyne. Excusez-moi, je me permets des... C'est parce que je suis dessinateur, c'est pour ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous croquer cet après-midi. Je vous en offrirai, je vous les offrirai tous. Et puis, ouais, je sais pas, mais moi je suis toujours un peu timide quand je suis en face d'une belle femme, alors je ne sais pas quoi dire. Non, sinon le dessin, pour moi, c'est titiller, le poil à gratter.
essayer d'être le plus libre possible, même si maintenant on a les mêmes difficultés que les gens qui font de la vidéo, que les gens qui font des photos. On est aussi victime de l'instantané. Avec un dessin peut être maintenant aussi très mal interprété, donc il faut faire attention. Maintenant, il y a une autre forme d'instantané. Là, moi, je l'ai vécu cet après-midi. C'est quand le discours se fait, le temps que je dessine, quand j'ai fini mon dessin, ils sont déjà passés à autre chose. Donc, le dessin, moi, il finit pas la corbeille, mais je décide de ne pas le montrer parce qu'il est trop tard, il n'a plus besoin d'existence. Les dessins politiques, souvent, quand j'en fais, les gens me disent mais pourquoi tu le fais pas en recueil? Moi, je suis un peu contre le recueil des dessins politiques parce que justement, ce sont des dessins d'un instant. Et après, je trouve que bon, ils ont vécu, le monde avance, et puis voilà. Puis je suis un peu contre la nostalgie, donc de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Merci, Régis. Est-ce qu'il reste, allez, une dernière question? Il est voilà, tout au fond. Bonjour, je suis Garcia Mallory du lycée Léonie Avia de Troyes et notre question est: quelle première dame vous a le plus marqué et pourquoi? Mais c'est comme tous les présidents, elles sont... C'est pas facile pour elles parce qu'elles n'ont pas vraiment de rôle, mais elles sont les femmes des chefs d'État, donc elles reçoivent beaucoup de courriers, elles sont sollicitées, elles vont bien sûr dans toutes les... accompagnent le président pour les visites d'État. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur Brigitte Macron qui est passé il y a 2 jours, qui était très intéressant? Écoutez, si ça repasse sur BFM, c'était très bien. Et elle parlait justement de ce problème d'être femme de chef d'État, de pas pouvoir... En plus, les équipes qui entourent le président ont un peu tendance à vouloir un peu écarter. Le président, c'est leur chose, et là, alors ils ont un peu tendance à vouloir écarter l'épouse. Et je pense que Brigitte Macron a un rôle qui est quand même essentiel auprès du président. Madame Chirac, qui était élue aussi, avait le sens politique. Elle avait d'ailleurs, je crois qu'on l'a raconté souvent, que c'était elle en 2001, le deuxième mandat c'était 2002, qui avait comme laissé... qui avait senti qu'il y avait un vrai mouvement du Front National, qu'elle avait senti qu'il pouvait être, le Front National pouvait être au 2e tour. Elle avait le sens politique. Est-ce qu'il reste des questions parmi vous auxquelles il n'y aurait pas de réponse? Oui, une question, vas-y. Est-ce que le journalisme à l'Élysée, c'est de la propagande? La propagande? Ouais, est-ce qu'on pourrait les considérer comme tels? Oh, ben alors si vous dites ça aux accrédités de l'Élysée, ils ne sont pas contents. Non. Ils ont leur franc-parler, ils ont leurs idées. Bien qu'ils aient des briefings, on leur explique, ils écrivent ce qu'ils veulent. Non, c'est pas du tout. Ouais, comme une certaine liberté avec les présidents aussi, je voulais dire ça aussi. C'est que on peut faire à peu près ce qu'on veut en image, on n'est pas contrôlé.
On est juste effectivement placé dans des endroits ou des choses comme ça, mais personne vient après, ne revient sur notre travail pour nous dire ça on valide, ça on ne valide pas. Moi j'ai fait 2 interviews à l'Élysée, dans le bureau de l'Élysée, avec François Hollande et je sais plus qui était l'autre, Sarkozy je crois. Et, j'ai fait toutes mes photos, personne n'a été contrôlé ce que j'avais fait, ce qui n'est pas le cas pour un tas d'artistes maintenant. Ah oui, absolument. Dès que vous avez fini de travailler, on veut voir ce que vous avez fait, on valide vos photos, on vous dit lesquels sont exploitables, lesquels il faut éliminer. Il faut encore signer des papiers pour dire qu'on ne diffuse pas ces photos ailleurs. Enfin voilà, il y a un tas de contraintes maintenant qui existent dans un tas de domaines et qu'on n'a pas avec un président. Absolument, parce que quand il y a toujours des cérémonies de remise de décoration et souvent le président est amené à décorer un chanteur ou un comédien et c'est vrai que c'est un vrai problème avec eux pour les photos, on est beaucoup plus facile, ouvert, mais là les images de... Alors, je vous propose qu'on puisse conclure cette masterclass. Je vais faire une proposition quand même à nos 2 invités exceptionnels. C'est leur dire, voilà, vous avez la possibilité de réaliser un miracle et demain, un souhait pour que la fonction que vous avez occupée ou que vous occupez puisse être encore plus facile, plus passionnante. Quel est ce souhait? Qu'est-ce que vous auriez comme envie pour rendre encore vos fonctions plus passionnantes? Non, moi, mon souhait, j'aurais voulu ne pas vieillir pour continuer à exercer mon métier. Moi, c'est pareil. Alors, c'est pareil qu'il n'est pas de bon ton de dire c'était mieux avant, donc mais oui, peut-être revenir à un peu moins d'immédiateté et peut-être un peu plus de qualité dans notre travail.